Quel est l'enjeu du français, de la langue française, dans la campagne électorale fédérale au Canada? C'est ce dont on parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Éclairage politique, la nouvelle rubrique hebdomadaire dans le flux du balado Info Bref Actualité et Affaires, dans lequel le professeur de journalisme et politologue Patrick White analyse pour nous des événements de cette campagne électorale. Patrick, comment est-ce que l'enjeu du français s'est immiscé dans la campagne depuis les 2 semaines qu'a démarré la campagne? Ben, surtout au Québec, donc c'est un enjeu important. C'est pas un enjeu crucial, mais c'est un enjeu important. Le premier point, c'est la mauvaise qualité du français du candidat libéral et premier ministre par intérim, Monsieur Mark Carney. Alors, comparé évidemment à Yves-François Blanchette, qui est québécois, à Pierre Poilievre, qui parle relativement bien français, et Jack Meeting également, qui parle un français tout à fait acceptable. Pour Monsieur Carney, c'est beaucoup plus difficile, effectivement. Il a habité longtemps à l'étranger, entre autres en tant que gouverneur de la Banque d'Angleterre. Alors, dans les médias québécois, dans les réseaux sociaux, de la part des partis d'opposition, ce sont des munitions pour montrer que M. Carney est peu sensible aux faits français au Québec et dans le reste du pays et qu'il ne maîtrise pas assez bien le français pour être premier ministre. L'autre point, évidemment, c'est le refus de participer au principal débat en français, le face-à-face du réseau TVA, un face-à-face électoral qui, bon an, mal an, à tous les 4 ans, là, attire à peu près 1,3 million de Québécois francophones qui écoutent ce débat électoral-là, qui est complètement séparé de celui du consortium des télédiffuseurs nationaux. Donc, le réseau TVA demandait des sous de la part des partis politiques et pour M. Carney, on voulait pas créer de précédent, mais les partis d'opposition, évidemment, et les critiques voient une manière de M. Carney de se défiler, de se cacher et entre autres de ne pas montrer la faible maîtrise de son français, bien que ce soit pas un désastre entre toi et moi. Et le dernier point, c'est le fait que M. Carney est prêt à contester devant les tribunaux la loi 96, hein, donc qui fait la promotion du français au Québec, une loi qui est en opération avec l'usage de la clause nonobstant de la Constitution canadienne de 1982 qui permet de suspendre la Charte des droits et libertés pour faire la promotion du français qui est vraiment un droit collectif. Donc, M. Carney s'est fait beaucoup attaquer là-dessus cette semaine et encore une fois, les partis d'opposition et dans les critiques, dans les réseaux sociaux, et beaucoup de gens qui estiment que ça a été très maladroit de sa part de ne pas autant défendre la loi 96. Cependant, il a dit qu'il était en faveur de la promotion du français en général, de la charte de la langue française, et qu'il serait même prêt à défendre ça auprès de nos amis américains. Mais donc, si je comprends bien, il y a un lien qui se fait entre 2 choses qui sont quand même un peu différentes, mais qui est le fait que Carnet parle moins bien français, que d'autres et d'autre part, sa position par rapport à la langue française. Il y a une perception peut-être d'une certaine insensibilité ou méconnaissance de la réalité francophone et de la réalité québécoise? Oui, exactement. Donc, moins présent au Québec, évidemment, que M. Blanchette, que M. Singh et les autres partis. M. Poilievre a été très, très présent à Québec en particulier, où il y a un château fort conservateur très, très, très fort dans la région de Québec. Donc, oui, une perception de manque de sensibilité, de manque de finesse, d'ancrage dans la réalité québécoise. La bonne nouvelle pour M. Carney, c'est qu'il est prêt à aller au bat, comme on dit, pour défendre la loi 96 qui est maintenant contestée par M. Trump, par le gouvernement américain, qui estime que la loi 96, qui à partir du 1er juin 2025 va imposer l'affichage dans les 2 langues sur les produits des États-Unis qui sont exportés vers le Québec et le Canada, c'est-à-dire sur à peu près tous les produits, que ce soit du sirop d'érable ou de la nourriture, tout va devoir être en français également dans les 2 langues, donc ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc pour les États-Unis, c'est une barrière commerciale au commerce mondial et dans le contexte qu'on connaît, là, M. Carney dit qu'il va aller jusqu'au bout et que l'exception culturelle québécoise, le fait que le Canada a 2 langues officielles, ce ne sera pas négocié avec M. Trump et son gouvernement.
Un mot pour revenir sur donc la position du gouvernement américain, de l'administration Trump, sur l'exigence de français. Donc il considère ça comme une barrière commerciale. Est-ce que c'est quelque chose de légitime comme préoccupation? Est-ce qu'en fait, il n'existait pas déjà beaucoup d'obligations liées aux langues? Et est-ce qu'il n'existe pas dans plein d'autres pays des obligations? Et donc est-ce que c'est pas un prétexte, comme l'administration Trump en avait trouvé d'autres avec le fentanyl, Oui. qui n'a pas vraiment de réalité. Ça semble être un prétexte, c'est pas ancré dans la réalité. Il y a le même enjeu avec la Suisse, où il y a 4 langues officielles, 2 langues en Belgique et plein d'autres pays, où il y a des exigences pour le portugais, pour l'espagnol. Et il y a énormément d'affichage bilingue sur tous les produits alimentaires, les conserves partout aux États-Unis. Même l'affichage commercial et publicitaire est relativement bilingue dans des villes du nord des États-Unis, pas uniquement dans le sud-ouest des États-Unis. Donc, effectivement, ça va être un gros débat quand même, mais on voit que le Canada va tenir son bout. Et évidemment, François Legault, premier ministre du Québec, lui, espère vraiment que M. Carney va aller défendre la loi 96 auprès des Américains pour expliquer que l'exception culturelle demeure et est déjà enchâssée dans l'accord de libre-échange américain là, de 1988-93 et qui a changé de nom au cours des dernières années. Tu nous as parlé donc des difficultés de Marc Carnet par rapport à cet enjeu du français. Est-ce qu'il y a d'autres chefs qui ont fait des gains ou peut-être des gaffes aussi liées à cet enjeu-là dans la campagne dans les 2 premières semaines? Non, non, ça s'est bien passé pour la question de l'enjeu du français, mais ça a été une semaine quand même difficile pour M. Poilievre cette semaine, qui a perdu 3 candidats controversés durant la semaine, des propos complotistes, des propos très, très déplacés, évidemment des trucs du passé qui ont été retrouvés, récupérés par les partis d'opposition, qui ont été creusés par les bureaux d'enquête des médias qui couvrent activement la politique fédérale. Donc, en 24 heures, M. Poilievre a quand même perdu 3 candidats cette semaine. Si de son côté, il n'a pas fait de gaffe majeure, il a été en mode attaque, mais les sondages ne sont pas là pour lui. Malheureusement, les agrégateurs de sondages montrent qu'après presque 2 semaines, on se dirige en ce moment vers un gouvernement majoritaire de M. Carney, avec possiblement plus de 200 sièges. Donc, pour M. Poilievre, on tente encore de faire de la pression sur lui pour refocaliser le message sur les tarifs, sur M. Trump, sur la relation Canada-États-Unis, plutôt que faire des annonces ponctuelles à tous les jours sur les taxes ou le crime. Et du côté de M. Singh, sa campagne passe sous silence. Et M. Blanchette également, c'est difficile. Il est relativement faible dans les sondages au Québec, encore ceux qui sont sortis à la fin de la semaine. Donc, on voit que c'est M. Carney qui est capable, comme il se retire de la campagne presque à tous les 2 jours pour son rôle de premier ministre, rencontrer les premiers ministres fédéraux, provinciaux, pardon, et des territoires pour parler des tarifs, discuter avec M. Trump. Il apparaît comme un premier ministre en attente et ça renforce la crédibilité, le fait qu'il n'y a pas eu comment on appelle ça, des droits de douane supplémentaires qui ont été ajoutés mercredi. Ça lui permet d'apparaître comme un gain important et ça risque peut-être de le consolider dans les sondages d'opinion. Il reste encore quand même 3 semaines à la campagne. C'est loin d'être terminé. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on va surveiller? Qu'est-ce que tu vas surveiller dans les prochains jours? Un grand débat à Radio-Canada. Radio-Canada qui reçoit les chefs un à un jeudi. Également, d'autres sondages à surveiller dans les prochaines semaines. L'impact également de la grosse gaffe de Mark Carney sur son candidat chinois là, qui a fait des menaces à un ancien candidat conservateur dans sa circonscription en encourageant, en incitant ses électeurs à kidnapper le candidat, l'amener au consulat chinois à Toronto pour le faire déporter en Chine, un grave cas d'ingérence étrangère et le grave manque de jugement de M. Carney dans ce dossier-là qu'il a laissé sur la marmite pendant plus de 48 heures. Le candidat s'est retiré durant la nuit de lundi à mardi, mais le mal était fait et ça projette une image ambiguë sur la relation de M. Carney avec la Chine et l'ingérence étrangère qui plane toujours sur la campagne électorale fédérale. Merci Patrick.
Prochain éclairage politique, donc prochain rendez-vous jeudi 10 avril à partir de 16 h dans le flux du balado InfoBref Actualité et Affaires, donc à écouter dans Apple Podcast, Spotify ou ailleurs, ou à regarder dans la chaîne YouTube d'InfoBref. Si vous avez des commentaires, écrivez-moi à patrick@infobref.com. Et puis, vous pouvez voir dans les notes de cet épisode le lien vers l'infolettre sur les médias de Patrick White et les liens vers les infolettres d'InfoBref et le balado quotidien. Merci et à très bientôt.